Le pli du coude est une région anatomique intéressant le membre supérieur, située en avant de l'articulation du coude et dont les limites conventionnelles sont situées par deux lignes imaginaires situées 3 cm au-dessus de l'interligne et 3 cm en dessous de l'interligne. Sur une vue antérieure, permettant de représenter le plan profond du pli du coude, on reconnaît la supériorité en haut et l'axe médian du corps vers la droite du tableau, et on voit apparaître dans le plan profond le plan d'abord ostéo-articulaire avec la trochlée humérale répondant à l'incisure humérale de l'ulna, en dehors le capitulum répondant à la fovea de la tête radiale, et ces deux surfaces articulaires étant mises en relation par une surface cartilagineuse intercapitulo-trochléaire. Et on reconnaît plus en haut les saillies para-articulaires, épicondyle médial et épicondyle latéral de l'humérus. Plus en bas apparaît la tête radiale avec l'épifice supérieur, le col et la tubérosité bicipitale du radius en dehors, et en dedans le processus coronoïde de l'ulna qui répond à la trochlée humérale et qui se prolonge en bas par le corps et la diaphyse ulnaire. Je sectionne ici à la limite inférieure du pli du coude. Ces éléments osseux et cartilagineux appartiennent à l'articulation du coude et sont encapsulés par une membrane fibreuse, la capsule articulaire du coude, capsule qui délimite une cavité articulaire avec la membrane synoviale, cavité articulaire commune aux trois articulations qui composent le complexe articulaire du coude, huméro-radial en dehors, huméro-ulnaire en dedans et radio-ulnaire supérieur à la partie inférieure. Ces éléments ostéo-articulaires constituent le plan profond de l'articulation du pli du coude. En dedans apparaît le premier plan musculaire représenté par les muscles épicondyliens médiaux, notamment le muscle rompronateur qui s'insère sur la face antérieure de l'épicondyle médial de l'humérus par un tendon, muscle que je sectionne ici à sa partie proximale et que je représente ici brièvement avant qu'il ne se fixe sur le tiers moyen de la face latérale de la diaphyse radiale. Et on représente également le chef coronoïdien de ce muscle inséré sur la face antérieure du processus coronoïde de l'ulna, ces deux chefs s'unissant avant de se terminer sur le radius, muscle rompronateur. Plus en dedans viendrait se placer le reste des muscles épicondyliens médiaux que je représente simplement ici par un tendon d'insertion commun, fléchisseur radial du carpe, lampalaire, fléchisseur ulnaire du carpe, et le plus en dedans un faisceau annexé au fléchisseur superficiel des doigts. Sur l'axe central vient se placer le muscle brachial antérieur dans le plan profond, muscle brachial antérieur, qui depuis son origine humérale se porte verticalement vers le bas et se termine sur la tubérosité brachiale de l'ulna par un tendon. Ce muscle brachial antérieur, par sa contraction, détermine la flexion de l'avant-bras sous le bras et est innervé par le nerf musculo-cutané. En avant du muscle brachial antérieur vient se placer le muscle biceps brachial, muscle superficiel de la loge antérieure du bras, muscle biceps brachial, qui ici dans sa portion terminale, dont on voit encore synthétiquement la séparation des deux chefs, dans sa portion terminale se prolonge par un tendon qui se fixe sur la partie la plus postérieure de la tubérosité bicipitale de l'ulna, tendon qui présente un phénomène d'enroulement sur son axe. Le tendon est tordu et est séparé de la partie antérieure de la tubérosité bicipitale par une bourse séreuse annexée à l'articulation du coude. Muscle biceps brachial qui, par sa contraction, détermine une supination de l'avant-bras ainsi qu'une flexion de l'avant-bras sous le bras. Le galbe des muscles brachial et biceps brachial dessine
sur l'individu constitué 2 sillons, un sillon médial et un sillon latéral, que sont les sillons bicipital, médial et latéral. En dehors vient se placer le muscle brachio-radial, qui dessine le modelé latéral de l'avant-bras. Muscle brachio-radial que je sectionne à sa partie inférieure. Et qui, depuis son origine sur le bord latéral de la diaphyse humérale, se porte vers le bas et légèrement vers le dehors pour se fixer sur la styloïde radiale et constituer un muscle ressort qui ramène l'avant-bras dans une position neutre à mi-chemin entre la pronation et la supination. On voit ici les fibres d'insertion de ce muscle brachio-radial sectionné et récliné vers le dehors. Et dans le plan le plus profond, on voit apparaître un dernier muscle latéral, le muscle supinateur, dont le faisceau ici superficiel s'insère en partie sur l'épicondyle latéral et sur le ligament collatéral radial du coude, et dont on voit apparaître plus en profondeur les fibres du faisceau profond s'insérant sur la fosse supinatrice de l'ulna. Le muscle supinateur, innervé par le nerf radial et imprimant un mouvement de supination comme le muscle biceps brachial. D'un point de vue contenu, le pli du coude contient des éléments vasculaires et nerveux qui se placent dans les différents sillons. D'abord, c'est l'artère brachiale qui, depuis le canal brachial en dedans du muscle biceps brachial, se porte obliquement vers le bas et le dehors, et environ 2 cm sous le pli du coude se bifurque et se divise en une artère radiale qui semble continuer le trajet de l'artère brachiale, et une artère ulnaire qui, elle, se porte vers le dedans et devient ensuite, au contact du muscle fléchisseur ulnaire du carpe, ces 2 artères se destinent à la perfusion des éléments antébrachiaux et palmaires par la constitution d'arcades artérielles au niveau de la paume de la main. L'artère ulnaire donne une branche collatérale qui est l'artère ulnaire récurrente, qui se divise en une branche postérieure qui n'intéresse pas la région du pli du coude mais la région crânienne, et une branche antérieure, artère récurrente ulnaire antérieure, qui s'anastomose à plein canal par une auscultation avec une branche issue de l'artère brachiale, c'est l'artère collatérale ulnaire inférieure. L'artère radiale, elle, donne une branche collatérale qui est l'artère récurrente radiale antérieure qui s'anastomose dans le sillon bicipital latéral avec le rameau antérieur de l'artère brachiale profonde. D'un point de vue nerveux, on trouve le nerf médian qui, depuis le canal brachial, en dedans de l'artère brachiale, se porte vers le bas et le dedans et passe entre les 2 faisceaux du muscle rond-pronateur avant de passer sous l'arcade du fléchisseur superficiel des doigts qui n'est pas représenté ici et de mériter son nom de nerf médian en se plaçant en situation médiane centrale entre les 2 os de l'avant-bras. Nerf médian qui, sur son trajet, innerve d'un point de vue sensitif une partie de la capsule articulaire du coude, les muscles épicondyliens médiaux sauf le fléchisseur ulnaire du carpe et les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras, fléchisseur superficiel des doigts, fléchisseur profond, long fléchisseur du pouce et carré pronateur plus en bas. En dehors, on trouve le nerf radial qui, après son trajet dans la loge postérieure, perfore le septum intermusculaire latéral, glisse dans le sillon bicipital latéral et, en regard de l'articulation du coude, se divise en 2 branches terminales, une branche superficielle sensitive qui devient satellite du muscle brachio-radial jusqu'à sa terminaison au niveau de la région distale de l'avant-bras, et une branche profonde motrice qui chemine entre les 2 faisceaux du muscle supinateur, gagne la région antébrachiale postérieure et innerve en arrière de la membrane interosseuse ici les muscles de la loge postérieure de l'avant-bras. Sur son trajet, on le voit ici innerver le muscle brachio-radial. Enfin, le nerf musculo-cutané, branche terminale mixte du plexus brachial, chemine ici entre le brachial en arrière et le biceps en avant. Musculo-cutané qui, une fois émergé au niveau du sillon bicipital latéral, quitte le plan profond du pli du coude en perforant le fascia brachial et se retrouve dans le plan superficiel. Plan superficiel que nous pouvons esquisser rapidement sur une vue
antérieure, la supériorité en haut, l'axe médian du corps en dedans. On reconnaît le contour interne du bras avec la saillie de l'épicondyle médial et en dehors la saillie du volumineux brachioradial. Si l'on réalise une fenestration dans le plan cutané, on voit apparaître en profondeur le plan du fascia brachial profond. Et dans ce plan superficiel, sous-cutané, sus-aponébrotique, viennent se placer les éléments superficiels du pli du coude, à commencer par le M veineux, décrit par Rouvière, où la veine antébrachiale médiane se divise en une céphalique médiane en dehors et une basilique médiane en dedans, et une artère communicante du coude qui perfore le fascia brachial et se jette soit dans la veine ulnaire, soit dans la veine radiale. Les deux veines médianes sont rejointes par les basiliques antébrachiales en dedans qui se poursuit donc par l'artère basilique tout court, et en dehors, l'artère céphalique antébrachiale s'unit à la médiane céphalique qui poursuit son trajet jusque dans le sillon deltopectoral avant de se jeter dans l'artère axillaire. La veine ici basilique perfore le fascia brachial et se jette dans la veine humérale interne. Les éléments nerveux sont représentés par le nerf cutané médial de l'avant-bras qui innerve les téguments antéromédiaux de l'avant-bras, et on retrouve ici le nerf cutané latéral de l'avant-bras, branche terminale du nerf musculo-cutané qui a quitté le plan profond en perforant le fascia brachial et s'épanouit jusque dans la peau antérolatérale du pli du coude, de l'avant-bras. On reconnaît également des éléments lymphatiques avec le lymphonoeud supra-épicondylien médial ici dans le plan superficiel et des lymphonoeuds satellites des artères, ici un lymphonoeud ulnaire, un lymphonoeud radial en dehors qui se place de manière échelonnée autour des vaisseaux, et ici un lymphonoeud brachial. Voilà ce que je veux dire concernant le pli du coude, sa constitution ostéo-arthrologique, ses plans musculaires et les différents plans vasculo-nerveux qui le composent.